fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are in the fire, make it fun then. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are in the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we are in the Ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are in the fire, make it fun then. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are in the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we are in the Ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are in the fire, make it fun then. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are in the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some Bon, j'espère que vous allez tous bien. Le son est revenu. Je sais que j'avais pas, j'ai un nouveau micro, mais j'ai oublié de l'enclencher. Donc je sais que maintenant le son marche. Donc je vais réécouter quand même. Ouais, j'espère que vous allez- Voilà. Oui, bon, Super Saiyan d'ailleurs, j'ai oublié. Hop, aujourd'hui, je ferai celle-là avec le chapeau. Je ne me suis pas coiffé, donc ça sera avec le chapeau aujourd'hui. Donc non, j'ai oublié d'enclencher mon micro, donc forcément personne n'entendait le son. Je suis désolé, donc bonsoir à tous. J'ai dit bonsoir dans le vent en fait. J'espère que vous avez lu sur les lèvres, hein. Je vais le recommencer. Bonsoir Laurence, Martial, Céline, coucou mon cœur, Jérôme, tous ceux que j'ai oubliés, Mamie, Sacha, et un gros merci à Michel Billet pour avoir fait le générique que vous avez vu à l'instant. Alors je suis désolé, comme d'habitude j'ai toujours des problèmes de son. Pourtant j'ai un nouveau micro, hein, mais voilà. Oui, je pense que je vais finir par prendre un technicien du son, que j'ai toujours des problèmes de son moi. Il n'y a pas de souci, Véro, tu peux toujours parler. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il y a un meilleur son que d'habitude. Quand je pense à l'enclencher. Ah, vous n'avez pas reçu. Alors, les notifications, il faut les activer. Je ne me rappelle plus comment ça se marche. Sinon, il ne faut pas hésiter à fouiner.
J'espère que vous allez tous bien. Donc comme d'habitude, hein, je vais faire mon live de bi-hebdomadaire. J'ai essayé de rebondir déjà un peu sur ce qui s'est passé. C'est pendant 15 jours là, donc j'ai beaucoup vu de publications et ça m'a un peu agacé sur la prévention envers la Ouija et le Pentacle. J'ai fait 2 lives sur les sujets, sur le Pentacle et sur la Ouija. Je reste persuadé qu'il faut arrêter de voir tout ça comme étant diabolique. Faut pas oublier que la Ouija a été créée à l'origine comme étant un jeu de société. Ça a été son seul et unique but à l'origine. C'était à la période de la mode du paranormal, donc voilà, il faut un peu dédramatiser les choses. Le Pentacle à l'origine a été créé, comme j'ai dit dans mon live, d'un but bénéfique, c'est un symbole de protection à l'origine. Donc voilà. Voilà, je tenais à rebondir dessus, j'ai vu beaucoup de publications là-dessus ces derniers temps, donc voilà. Je tenais à vous le rappeler. Je remercie mes modos, donc ma petite femme, Nathan Cousseau, Véronique, Latré, Manuel Martinez, Mathieu Chan de Paranormal Équation avec Véro. Donc Nathan de Paranormal Investigation 2.0. Ah, il y aura toujours un décalage, ça ça va peut-être changer quand j'ai changé de format. Attendez. Hop. Voilà, si je change de format, le son va peut-être se recaler. Donc voilà, je suis désolé, j'ai un gros décalage entre vos commentaires et le temps que je réagisse. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, donc aujourd'hui le sujet, je vous avais mis un sondage libre. Bon, j'ai un peu triché, j'ai mis mon propre sujet. Mais je vous laisse un sondage libre et Vampire et loup-garou se sont retrouvés ex aequo. Donc nous allons parler de ces 2 sujets, ça tombe bien. C'est souvent des créatures que l'on voit liées dans les films récents. Donc voilà, donc nous allons commencer par les loups-garous. On n'a pas à la fin pourquoi je commence par les loups-garous. Bon, déjà la première image n'est plus là. Donc voilà, alors excusez-moi, je rouvre mon texte. Donc je ne verrai pas trop vos commentaires pendant ce temps-là, je suis désolé, je m'en excuse d'avance, je reviendrai sur vos commentaires après. J'essaie de voir vos commentaires, mais bon, le problème c'est que Facebook ne me fait pas défiler les commentaires en même temps, donc je suis obligé de revenir sur le live. J'en suis vraiment désolé. Donc voilà, nous allons parler des loups-garous. Ah, mes images ne viennent pas. Bon, mais je suis désolé, hein, les images ne sont pas disponibles. Oh putain, d'accord. Bon. Et ben on va faire ça à l'ancienne. Hein. Donc, je suis désolé, j'avais préparé tout un dossier avec des images de loup-garou, mais forcément, mon logiciel ne l'a pas gardé, donc j'essaierai de les faire apparaître au fur et à mesure, mais ça va être compliqué. Oh là là, j'ai que des problèmes avec OBS, décidément. Oh putain, si je passe mon temps en plus à vous ouvrir les images, ça va être horrible. Voilà. Donc voilà, nous allons parler des loups-garous et plus généralement de la lycanthropie, mais on va se focaliser d'abord sur les loups-garous. C'est la lycanthropie la plus connue. Il faut savoir pour connaissance qu'il existe de la lycanthropie dans beaucoup de cultures. Il y a des hommes tigres, il y a des hommes crocodiles, et les hommes, par exemple en Russie, ça sera la lycanthropie des hommes ours. Donc ce n'est pas forcément lié qu'à loup-garou, mais le loup-garou reste quand même la créature la plus connue dans le monde de la lycanthropie. Donc pourquoi le loup? Pourquoi cette crainte envers les loups-garous? Parce que simplement à l'époque, voilà, à l'époque moyenâgeuse, parce que c'est une légende qui date du Moyen-Âge. Je parle plus fort, pardon. Non, j'ai juste simplement augmenté le son de mon micro. Voilà. Donc à l'époque du Moyen-Âge, il faut savoir que les loups étaient une créature qui était crainte des paysans, entre autres. C'était une créature qui était diabolisée parce que forcément c'était un prédateur qui a attaqué en meute, contre lequel les paysans à l'époque avaient du mal à se défendre, qui massacrait souvent leur bétail, plus rarement les humains, hein, faut pas oublier. Donc voilà, je suis désolé, je suis un peu perdu parce que vu que j'ai mes images qui n'ont pas voulu venir,
Donc voilà. Je suis désolé. Ah putain, quand ça veut pas, ça veut pas. J'avais pris des belles images pourtant, mais non, je ne pourrais pas vous les montrer. Donc voilà. Donc, je vais revenir au texte, hein, ça sera plus simple. Donc les légendes commencent à partir du Moyen-Âge. On commençait à parler déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote, donc en Grèce, Hérodote rapporte diverses traditions mentionnant l'existence de magiciens habitant les rivages de la mer Noire qui avaient le pouvoir de se transformer à volonté en loup avant de reprendre leur apparence normale. Il dit à ce sujet, il paraît que les Neurs, dont le peuple en question, sont des enchanteurs. S'il faut en croire les Scythes et les Grecs, chaque Neur se change une fois par année en loup pendant quelques jours et reprend ensuite sa première forme. Donc voilà, les premiers loups-garous, la première légende de loup-garou commençait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et à l'époque, ces loups-garous-là, donc ce n'étaient pas des hommes-loups, c'était simplement des hommes qui se transformaient en loups par des pouvoirs magiques. Donc, c'était des enchanteurs. Hein. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Donc voilà, c'est une légende qui est très vieille, qui date, donc je parlais du Moyen-Âge, mais c'est même beaucoup plus vieux que ça, parce qu'on parle d'avant Jésus-Christ. Donc le premier loup-garou à être... attendez, je vais vous trouver l'image. Hop. Le premier loup-garou, donc date de cette époque-là, il s'appelait... Je vais retrouver, si je retrouve l'image, je vous le verrai. Voilà. Voilà, il s'appelait Lycaon. Alors son histoire date de l'Antiquité grecque. Lycaon, fils de Proné et père de 50 fils, était le roi d'Arcadie. Donc c'était un homme de guerre, massacrait énormément de personnes, les massacrait au nom de Zeus. Suite à ça, Zeus descendit pour le remercier, pour lui rendre hommage. Lors de cette visite à Lycaon, il l'invita à souper et lui servit, sans lui dire, de la chair humaine. La légende dit que c'est peut-être des esclaves ou un de ses enfants, on ne sait pas. Mais on est tous d'accord sur le fait que Zeus, en voyant qu'il a été nourri par de la viande humaine, donc s'est trouvé indigné de cette nourriture qui n'était pas digne de son rang. Ivre de rage, il fit tomber du ciel un feu vengeur qui ravagea le palais, tandis qu'il changeait Lycaon en loup. Donc voilà, ses vêtements se changèrent en poils, ses jambes devenues loups, il conserva encore les vestiges de son ancienne forme. Il a toujours le même poil gris, le même air farouche, les mêmes yeux ardents. Il est toujours à l'image de la férocité. Donc voilà, le roi d'Arcadie fut le premier lycanthrope. Donc il fut surnommé Lycaon, de la ville d'où il détruit tout ça. Alors, je suis désolé si vous n'entendez pas, hein, je suis au maximum. Le micro est à 50 cm de moi. Alors, je vais essayer de le mettre carrément devant moi. Alors ça, je sais que c'est un micro directionnel. Voilà, peut-être que là ça marchera mieux. Je vais carrément me rapprocher du micro. Donc voilà, donc Lycaon fut le premier vrai loup-garou. Donc c'est à l'époque antique de l'Antiquité grecque, pardon. Le deuxième loup-garou connu apparu dans la Russie. Mais eux, ce sont les héros de Siégum, descendants de Vals, se métamorphosèrent en loup après avoir endossé la défroque des fauves qu'ils venaient de trouver dans une grotte. Ils coururent et se comportèrent comme des loups, se battant avec les êtres humains. Donc voilà, ça date de la Russie, c'est à l'époque du dieu Odin. Donc, je suis désolé, je suis un peu perdu parce que j'avais tout préparé à mes images, mais ça a décidé de bugger. Donc je vais essayer de... Parce qu'en plus c'est dommage. Ah putain, ça me fait un peu chier. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment... La légende des loups-garous est vraiment une vieille légende. Je vois pas vos commentaires. Je suis vraiment désolé, hein, c'est vraiment une catastrophe aujourd'hui. Je suis désolé. Je suis vraiment perdu. Donc voilà, donc le premier des loups-garous... Oh putain, c'est une catastrophe. Ce live c'était une catastrophe décidément. Donc voilà, le premier des loups-garous fut Lycaon, le roi d'Arcadie, à la Grèce antique. Après, on retrouve beaucoup de témoignages de ces hommes loups,
durant le Moyen-Âge, mais à l'époque, il faut savoir que comme le loup était craint de l'homme, il était facile d'associer des légendes à la vérité de la vraie, hein, le fait que les loups étaient très dangereux. Je vais essayer de continuer, je suis un peu perdu là. Non, je crie pas, hein, j'appuie un peu la voix, mais je crie pas. Donc ne vous inquiétez pas. Je fais comme je peux, je suis désolé, hein, j'étais tout content de reprendre mon OBS, donc de vous ressortir les images et tout ça. Ça va être plus compliqué en plus. Voilà. Donc voilà, de ce qu'est la légende des loups-garous, ils sont nés il y a très très longtemps, c'est une très très vieille légende. Mais elle perdure jusqu'à actuellement. Même en 1585, un homme fut accusé de lycanthropie. Il avait été surnommé le loup-garou de Cologne, c'était Peter Stupp, un fermier allemand. C'était un tueur en série en fait, et il se fit torturer. Et sous les tortures, il avoua être un loup-garou. Donc les tortures étaient assez graves. On lui arrachait des lambeaux de peau à la tenaille chauffés à blanc, les membres furent écrasés au maillet, et il finit décapité et brûlé sur le bûcher. La légende raconte que peu avant sa capture, ses pauvres savants l'avaient vu avec un pelage de loup. Et comme lui-même s'avoue être un loup-garou, donc voilà, c'est une légende assez récente. Faut savoir qu'actuellement on peut plus se faire accuser de lycanthropie. Hein. Le dernier que j'ai, c'est une Californienne de 49 ans qui en 1977 était convaincue qu'elle se transformait en loup et ainsi d'être possédée par le diable. Voilà. C'est l'un des témoignages les plus récents que j'ai trouvé, enfin des témoignages recevables, hein, donc juridiquement recevables. Depuis... Merci mon cœur. Depuis ce premier loup-garou, donc l'Icaron, et on a cessé d'avoir des témoignages donc de loup-garou dans le monde entier, donc c'est une légende mondiale. Je vais vous citer quelques exemples plus tard. Voilà. Il y a énormément en France, bizarrement, le loup-garou a été très très connu en France. Après tout ce qui est Europe, même en Asie, il y a des légendes sur les loups-garous. Ça va jusqu'en Afrique. Bon, c'est la lycanthropie, donc ça sera vous trouverez plus facilement des hommes crocodiles. Si vous allez en Sibérie, ça sera la légende des hommes ours. Si je me trompe pas, en Inde, c'est la légende des hommes tigres. Donc voilà, ce sont des légendes. Même donc le live que j'avais fait sur Vaudou, même les Vaudous ont la légende de loup-garou, qui est un loup-garou vaudou. J'ai des images aussi, mais je peux pas vous les montrer. Je suis désolé. Je vais essayer de revenir sur une image. Voilà. Donc je vais vous parler ensuite de nos jours. Il y a beaucoup de mythes qui font parler de lui. Et même en Inde, à l'heure actuelle, il y a une vague de disparition d'enfants qui est attribuée au loup-garou. Un animal à fourrure à forme humaine. Donc dans toutes les régions de France et du monde, le loup-garou a des appellations différentes. Donc je voulais vous les montrer. Je vais essayer de vous les montrer, mais ça sera un peu long, je suis désolé. Donc le premier est Babo. Alors je vais essayer de retrouver l'image. Donc voilà, Babo. Pour une fois, l'image est bien calibrée. Donc Babo est un loup-garou. Pardon, excusez-moi. C'est un loup-garou qui sévit dans le Bourbonnais. Donc si certains sont de la région de Bourbonnaise, c'est une légende que vous devez connaître, donc la légende de Babou. Dans le Languedoc, il s'appelle Barogola. C'est une bête noire à la voix terrifiante qui saute la nuit sur le dos des promeneurs égarés, dont elle se sert comme monture en leur plantant ses griffes dans le dos. Dans l'Angleterre, c'est Barguès. La Barguès est un garou vivant dans le nord de l'Angleterre et le Cornouailles. Ensuite, je vais essayer d'en trouver un autre. Nous avons... Voilà. Ah, forcément, j'ai des images surdimensionnées. Donc voilà. Donc nous avons ici Galipode. Galipode est une variété de loup-garou féminin qui se signale par le bruit de galop qu'elle fait en courant, d'où son nom.
Sa vélocité proverbiale lui permet d'échapper à tous ses poursuivants. L'expression « courir la galipode » s'applique aux vieilles sorcières qui prenaient cette apparence animale pour accomplir leur méfait. La galipode a en effet l'habitude de se percher dans les branches des arbres et de guetter les passants attardés. Ensuite, il y a la garache, dérivé féminin de garou, est un loup-garou féminin qu'on trouve en Vendée et dans le Poitou. Donc pour ceux qui sont dans la région de la Vendée et du Poitou, vous devez connaître ces noms-là aussi dans les légendes du coin. Donc ensuite, la garade, ah lui il est beau, je le trouve beau, je vais essayer de vous le mettre. Voilà, je le trouve beau. Donc après la garade, vous avez le jet rouge. Le jet rouge, donc les yeux rouges, en Haïti, est un esprit mauvais qui possède le corps de ses victimes durant la nuit et les transforme malgré elles en loup-garou. Elle trompe ainsi les mères et les réveillant dans la nuit pour leur demander de lui donner volontairement leur enfant. Donc voilà, vous avez un loup-garou haïtien. Je vous dis quand c'est dans le monde entier, voilà, vous avez le loup-garou haïtien. Ensuite, vous avez donc voilà, vous avez le loup-garou haïtien, vous avez le loup-bison. Le loup-bison brésilien est le septième enfant d'une fratrie condamné à devenir un loup-garou. Il se métamorphose en loup gris ou noir de la taille d'un petit cheval et chasse les animaux la nuit, mais pas les hommes. Donc vous voyez, il y a même des légendes sur les loups-garous qui ne sont pas dangereux pour les hommes. Il y a le loup-garou, donc c'est écrit avec deux O au début et à la fin. Le loup-garou lié aux croyances vaudou des Caraïbes. Il existe et est mentionné dès le XVIe siècle. Donc là, dans la photo, vous avez les lubins et les lupins. Les lubins et les lupins sont des loups-garous charognards qui hantent les cimetières du centre de France. Ils rongent les os des morts et exaltent de leur grande gueule une haleine putride. Donc vous voyez, dans toutes les régions de France, vous avez donc des loups-garous typiques de ces régions-là. Bon, celle-là, je trouve belle, donc je la mets. Vous avez donc les Mélions. Le lait de Mélion raconte comment un homme se métamorphosa en loup suite à un sortilège lié à un anneau enchanté. Pour annuler l'enchantement, Mélion demande à sa femme de le toucher avec une pierre vermeille. Mais celle-ci préfère partir en Irlande avec son amant et laisser son mari sous la forme animale. Mélion sera libéré du sortilège grâce à l'intervention du roi Arthur. Donc vous voyez, c'est une vieille légende à l'époque de la légende du roi Arthur, qui était même une légende. Le Mourioche est le loup-garou qui vivait au XIe siècle dans l'étang du château de Beauchêne, en Langrolais. Donc vous avez donc le loup-garou que je vous affiche actuellement. Oboro signifie transformer en russe. Pour le faire apparaître, il s'agit de repérer dans la forêt un arbre dont la cime est courbée vers le sol. Il faut ensuite enfoncer un petit couteau de cuivre dans son tronc et tourner autour en répétant les incantations. L'Oboro jaillit alors de l'arbre sous la forme de loup. Donc ceci est une légende sur les loups-garous russes. Alors je vais revenir sur mon commentaire. Je suis désolé, hein, je galère énormément parce que vu que mes photos ne s'affichent pas. Alors, est-ce que les loups-garous sont une légende? Alors, je te répondrai, Mimi, que scientifiquement, les gens te diront que génétiquement, c'est impossible de se transformer. Mais comme toute légende, je pense qu'il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Donc, après, c'est à toi de te faire ton propre jugement entre à quel moment s'arrête la légende et à quel moment commence la réalité. Si depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, on parle de ces créatures, de ces humains qui se transforment en loups, c'est pas une légende née d'hier, donc il y a fort à parier qu'il y a un fond de vérité. Après, on parle pas seulement du côté animal de l'homme qui ressort? C'est là qu'on ne sait pas si la légende continue ou pas. Donc, il y a le Prikoliki, c'est le loup-garou roumain. La première mention d'un Poukiki se trouve dans le manuscrit latin sur l'histoire de la Moldavie, date de 1716. Donc en France, nous avons Rimbaud d'Auvergne, Gervais de Tiburon. Alors je ne vais pas vous citer les noms, ça de 1212. Rimbaud d'Auvergne est un ancien soldat devenu hors-la-loi, déshérité par le Ponce. Il se métamorphose en loup-garou et erre dans la forêt, s'attaquant aux enfants, dévorant les troupeaux et semant la terreur auprès des paysans, jusqu'à ce qu'un bûcheron lui sectionne le pied à coups de hache. Cette mutilation a eu pour effet de rompre le sortilège et de permettre à Rimbaud de retrouver sa forme humaine. Mais certainement pas une vie normale s'il avait une jambe en moins.
Alors là, ce sont des légendes françaises pour la plupart. Hein. On a le ronjou, là, Martial doit connaître le ronjou breton, rongeur d'os en français. C'est un chien monstrueux qui sévit la nuit en faisant entendre les craquements des os qui rongent, tout en agitant les chaînes qui les entravent. Il s'agit du fantôme d'un condamné à mort qui vient espérer sa faute sous cette forme monstrueuse. Pour rendre son apparence humaine à cet animal, il faut le frapper avec une clé et faire jaillir quelques gouttes de sang. Dans la Louisiane, même dans les communes francophones, nous avons le rougarou. Une créature à mi-chemin du loup-garou européen et du géant cannibale au Wendigo amérindien, qui hante les marais d'Arcadie et de la Nouvelle-Orléans. Donc je vais essayer de changer de photo. Cette sorte de photo, j'avais... Donc nous avons... Ah voilà. Nous avons notre rougarou. Le rougarou, vous voyez cette belle bête. Donc le rougarou a cette capacité, cette particularité en fait de ne pas courir à quatre pattes, mais de rester essentiellement sur ses deux pattes. Nous avons le Varcolac. Le Varcolac est un lycanthrope originaire de Roumanie encore. Ce nom est dérivé le dérivé est formé de Vuc, loup et de Dalak, fourrure. Au nord-ouest de Bulgarie, il s'agit d'un démon loup qui dévore la lune et le soleil, causant des éclipses. Donc, vous voyez, c'est une légende encore plus. Lui, il s'attaque même pas au vivant, il s'attaque directement au soleil et à la lune. Nous avons le Vikassi, littéralement loup-garou aux yeux de loup. Il est de Lettonie, de Lituanie. Il ne s'attaque qu'aux animaux, notamment aux troupeaux, mais jamais à l'homme. Il se montre parfois bienveillant et offre des trésors. Le Virunsi est un loup-garou mélancolique, mais peu dangereux, que l'on trouve en Finlande. Donc il y a le... Ah, je vais le trouver celui-là, je l'ai. Donc pour ceux qui me rejoignent, j'ai un problème d'image, donc je vous cherche les images au fur et à mesure. Ah. Attendez. Il y a mes petits qui a voulu descendre. Donc voilà le Vuldalak. Vuldalak est un homme que le diable a transformé en loup avant de le renvoyer dans sa famille, qui le reconnaît sous sa forme animale et prend soin de lui. Contrairement aux autres lycanthropes, il n'est pas méchant et ne s'en prend jamais aux hommes. Donc on a le Vulkodak. Les Vulkodak sont des loups-garous originaires de Serbie, dont la peau de loup est marquelée de leur malédiction. Et le dernier que je vous citerai, ça sera le Vulver. Le Vulver est un loup-garou que l'on trouve dans les îles Shetland. Il a une tête de loup mais un corps d'homme recouvert d'une fine toison brune. Il n'est pas dangereux à condition de ne pas lui chercher des noises. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les loups-garous. Ça c'était des druides. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de vous citer le plus de noms typiques de loups-garous. Donc j'ai essayé de trouver j'ai trouvé beaucoup de loups-garous dans les régions françaises. Hein. J'espère que vous en avez reconnu quelques-uns. Je suis désolé, hein, voilà, comme j'ai eu quelques problèmes, j'étais obligé de chercher au fur et à mesure que je vous décrivais les images. J'ai pas pu tout vous les montrer malheureusement. J'avais réussi à trouver quasiment des images pour tous les noms que je vous ai cités. Mélanie, Adolphe Chemin a recueilli une tradition. Donc voilà, alors comme le dit Mélanie, comment devenir loup-garou d'après les légendes? Il y a beaucoup de manières différentes, soit de naissance parce que vous êtes issu de loup-garou, soit par morsure par notre loup-garou, soit par malédiction, soit par rituel que vous faites personnellement. En fait, il y a quasiment tous les procédés magiques qui vous permettent de devenir loup-garou. Oui, je vais en parler, Nathan. Donc voilà, il y a tellement de manières de devenir loup-garou qu'on ne peut pas toutes les citer. Quasiment toutes les manières que vous pouvez imaginer vous permettraient de devenir loup-garou. Certains considèrent ça comme une malédiction. Une malédiction. Faut pas oublier que niveau histoire, nous sommes très loin de ce que vous voyez, vous pouvez voir dans les films. Mais dans toutes les légendes que vous pouvez trouver, il y a un trait commun, c'est que lors de la transformation, c'est très 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 douloureux. Vos os se cassent, votre peau se déchire. Pareil, j'ai des vidéos à montrer, je suis désolé. Il faut pas oublier que c'est quasiment vu que comme une malédiction. Certains
reprennent ça, voilà. Alors les loups-garous, comme au monde, sont cités comme étant immortels. Ils ont une durée de vie normale. Ensuite, comme Nathan le disait, il y a des cas cliniques. Alors il y a un cas clinique psychologique très simple qui s'appelle la maladie du loup-garou. Vous prenez pour un loup-garou. Vous êtes persuadé que l'anime vous transforme en loup. Ensuite, il y a des problèmes dermiques, une grosse pilosité, tout ça. J'ai pas le nom exact de ces maladies, je les ai plus trouvées. Voilà, en fait, faut remettre ça dans les circonstances de l'époque. À l'époque, quand vous avez une malformation, vous étiez souvent il y a un enfant du diable, maudit ou quoi que ce soit. Si vous avez une pilosité exagérée, alors c'est une maladie que je trouve, j'ai bouffé le nom, je suis désolé. Euh, vous pouviez être considéré comme un loup-garou. Il faut savoir que les loups-garous datent de la mythologie grecque, c'est ça, oui, Nathan. Ils datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité grecque. Le premier loup-garou reconnu a été Lycaon, le roi d'Arcanie, qui a été maudit par Zeus, puisqu'il lui a offert pour le remercier, lorsque Zeus est venu pour lui rendre hommage, il lui a servi de la viande humaine. Zeus ayant été très vexé, il a détruit son palais et l'a transformé en loup. Ça a été donc Lycaon, premier loup-garou connu. Underworld. Syndrome d'hypertryphosie, d'accord, mais merci Mélanie. Voilà, il faut pas oublier qu'à l'époque, jusqu'à très récemment, hein, pour une maladie encore très récemment, toute maladie qui vous rendait différent, vous rendait étrange, donc vous rendait sujet à malédiction, légende, association avec le diable, et tout ça. Ouais, l'hypertrichose. C'est le fait d'avoir une pilosité exagérée. Donc voilà. Il faut savoir que la science porte beaucoup de crédit à certaines légendes, mais la science ne porte aucun crédit à la légende des loups-garous, donc je tiens à le préciser, parce que ce soit au niveau recherche génétique, donc mutation génétique ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui permettrait de tendre ne serait-ce qu'un petit peu dans ce sens-là. Après, il ne faut pas oublier que les loups-garous, comme toutes ces créatures-là, sont issues d'un folklore magique. Donc, si ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas grâce à la science que l'on connaît, ça fonctionnera grâce à la magie. Donc, si vous êtes enclin à croire à la magie, vous pouvez être enclin à croire au loup-garou. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les loups-garous? Des choses que j'ai oublié de citer. Il y en a qui se prennent pour des loups. Oui, alors c'est la maladie du loup-garou, c'est psychologique. Les gens pensent qu'ils peuvent se transformer, même se transformer en loup, vivre comme des loups, mais ça n'est pas lié qu'aux loups. Hein. Il y a beaucoup d'autres animaux qui sont liés par ce genre de maladie psychologique. Bon, en espérant qu'avec les vampires ça marche mieux. On va voir. Hein. Bon, déjà le texte marche. Donc voilà, donc si j'affiche les vampires, vous inquiétez pas. Hein. Pourquoi la lune est associée au loup-garou? Ça peut être intéressant. Alors la lune est associée au loup-garou simplement parce que la pleine lune, enfin, si tu veux, ce n'est pas historiquement que la pleine lune a été associée au loup-garou, c'est vraiment une légende moderne. C'est apparu au XVIe siècle dans les premiers romans en fait. Et à partir de ce moment-là, vu que la pleine lune a toujours été la période de grande marée, donc période de beaucoup de mysticisme, ils ont associé la transformation de ce loup-garou donc quasiment exclusivement à la pleine lune. Alors que jusqu'à cette période-là, les loups-garous se transformaient la nuit, tout simplement, ou étaient tout le temps transformés en loups. Mais vraiment, c'est-à-dire, à part dans les romans récents, rien n'associait la lune au loup-garou. C'est vraiment une légende moderne. Donc voilà, c'est que dans les romans modernes que ces loups-garous se transforment que les nuits de pleine lune ou sous l'effet de dopants comme dans certains films. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, après j'espère que vous avez réussi à retrouver certains noms de vos régions dans les loups-garous que j'ai cités. Hein. Les loups-garous. Bah, c'est surtout les loups-garous, c'est surtout une légende très connue du grand public qui a été très convoitée par Hollywood parce que graphiquement, visuellement, c'est magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une des légendes les plus connues du monde entier.
fait partie des légendes les plus connues. Avait associé donc aux vampires, hein, donc la deuxième légende dont nous allons parler, en espérant que les images passent cette fois. La légende pour battre les loups-garous. Alors je te dirais que chaque légende, chaque loup-garou a sa propre manière de la tuer. Les trois quarts du temps, une décapitation et brûlure sur le bûcher. Et je vais te décevoir, mais l'histoire des balles en argent n'est apparue qu'en même temps que que la transformation lors de la pleine lune. Donc c'est très moderne, ça date du XVIe siècle. Effectivement, maintenant pour tuer un loup-garou, il te faudrait des balles en argent, mais tu remontes un peu avant et il t'aurait suffi de décapiter et de brûler son corps. Voilà, c'est la méthode traditionnelle, mais pour les trois quarts des esprits démoniaques, hein, ça reste la méthode traditionnelle, hein, ça reste le plus efficace. Brûler le corps. Merci Mélanie. Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas dit bonjour, je suis désolé, hein, comme je recherchais mes images, j'ai pas le temps de lire vos commentaires. Donc j'ai une petite panique, je suis désolé. Ah, tu vois, le lupin. Donc voilà, il faut savoir que quasiment dans toutes les régions de France, vous avez votre propre. Alors, j'ai pas parlé, je suis bizarre que personne ne l'ait dit, j'ai pas parlé de la bête du Gévaudan. Donc je ne l'associe pas au loup-garou parce que il a été prouvé que cette bête du Gévaudan, enfin, il a été prouvé. Le récit le plus probable de la bête du Gévaudan est simplement que cette bête était une hyène d'une taille assez monstrueuse. Mais comme cette créature à l'époque n'était pas connue, elle a été associée à un monstre. Surtout qu'elle avait ce fameux rire qui était inconnu. L'aconite et le sorbier. Alors je ne connais pas, je ne l'ai pas tombé là-dessus. T'es sérieux, Black. Alors c'est pas Sirius Black qui se transforme, je suis désolé, hein, c'est Lupin qui se transforme dans Harry Potter en loup-garou. Donc ouais, d'ailleurs vous voyez lors de cette transformation que c'est très douloureux. Donc voilà ce que je vous disais. Mais lui il ne se transforme qu'à la pleine lune, donc c'est un loup-garou moderne. Et donc pas un loup-garou de la bonne vieille époque. Donc voilà, nous en parlons des vampires. Ah, et les images passent, c'est parfait. Donc les vampires. Donc avant d'être les créatures que vous connaissez actuellement, les vampires sont en fait une légende assez moderne. Donc on va essayer de trouver les origines des vampires, mais je ne pourrai pas je vous comprendrai plus tard pourquoi je vous dis ça. Donc l'origine des vampires serait probablement les Brucolaques. Donc ça vient encore de la Grèce antique. Donc c'est des vampires, des vampires, des spectres, et ils sont persuadés que les excommuniés ne peuvent pourrir dans leur tombeau et qu'ils apparaissent la nuit comme le jour et qu'ils sont très dangereux et qu'il est très dangereux de les rencontrer. Donc voilà, à l'époque grecque, donc il y avait les Brucolaques ou les Vrucolaques. Donc Brucolaques, c'est la version francisée du terme. Donc pour garantir la funeste influence des Brucolaques, les Grecs déterrent les corps du spectre, le brûlent et après avoir récité sur lui des prières, alors le corps réduit en cendres n'apparaît plus. Donc vous voyez, on pourrait dire c'est un peu on pourrait dire c'est un peu coucou Michel. On pourrait dire que c'est un peu l'origine des ah oui Michel, je te remercie pour ton générique, j'en ai profité pour le passer, j'espère que tu m'en voudras pas. Donc on pourrait dire que c'est un peu les Brucolaques, ça serait un peu l'origine des vampires, mais bon, ce sont plus des spectres, des esprits malveillants. Il n'est pas dit en fait, leur caractéristique commune avec les vampires, c'est qu'en fait, leur corps ne vieillit pas, ne pourrit pas, reste toujours dans un état très frais, ce qui leur permet de se lever physiquement, d'être physiquement présent. Les Brucolaques ressembleraient plutôt à ça, voilà. Ça serait la représentation, c'est une représentation d'artiste. Hein. Voilà, ça c'est dans la représentation d'artiste. Voilà, ça serait plutôt les Brucolaques, ça serait plutôt comme ça, des spectres. Voilà, c'est plus des spectres, c'est pas vraiment des vampires, mais bon, ils ont déjà les crocs très acérés, ils ont déjà cette manie de se lever la nuit et de tourmenter les gens. Mais à l'époque, les Brucolaques pouvaient sortir le jour, sans problème. Autant le jour que la nuit, ça ne les gênait pas. Ensuite, on part au 16e. Non. Les Grecs, ensuite, il y a eu une deuxième légende qui pourrait être associée aux vampires. Alors, je vous dis, c'est pas je suis allé chercher les vieilles légendes. Donc voilà, vous avez les lamis. Les lamis, donc ces esprits, ces démons,
c'était des démons. Hein. C'est des spectres à tête de femme, à corps de serpent qui dévoraient les enfants. Voilà, ça se rapprochait à l'époque. En fait, elle se rapproche des vampires parce que les lamies étaient très friands de sang des jeunes enfants qu'elles suçaient jusqu'à les faire mourir. Donc il y a deux lamies connus, Gélo et Gilo, qui enlevaient les enfants qui venaient de naître pour les dévorer. Donc voilà, elles étaient friandes de sang, donc voilà, mais elles dévoraient aussi entièrement les hommes. Donc ça se rapproche des vampires, mais ça reste toujours une des origines des vampires. Donc vous avez en Chine ancienne, alors je vais peut-être mal le prononcer, le Qingxit, aux larges yeux rouges et aux serres de vautour, s'emparer des morts trop hâtivement inhumés. Donc c'était les premiers vampires chinois, si vous voulez. À l'époque, hein, pour les combats, déjà, il fallait brûler leurs cadavres. Alors par contre, à cette époque-là, déjà, ils ne pouvaient accomplir leur forfait que durant les heures qui séparent le coucher du soleil des premiers lueurs de l'aube. Donc vous voyez, on pourrait dire qu'un peu c'est l'origine du côté nocturne du vampire. C'est un peu le côté, voilà, eux, de cette légende a été tiré le côté nocturne des vampires. En fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que le vampire est issu de plusieurs légendes. Et donc la légende suivante va vous inspirer. J'espère que vous n'allez pas trop... Voilà. Alors ça, c'est une légende sur laquelle je suis tombé, c'est en Polynésie. C'est le Talamor, qui arrachait la chair de ses victimes. Non, c'est pas le Talamor, c'est la Malaisie, celle-là, pardon. C'est la Malaisie, c'est le premier vampire, enfin le premier qu'on pourrait appeler vampire, c'est le Penagalan, composé d'une tête sans tronc, mais avec un estomac pendant de son cou. Donc c'est une espèce de, je sais pas si vous voyez sur le dessin, en fait, vous voyez l'espèce d'appendice qui sort en dessous d'elle, c'est ce qui permettait de sucer le sang des victimes. Donc c'est vraiment, on s'approche vraiment là du concept de vampire. Mais comme vous voyez, c'est un vampire un peu léger parce qu'il n'a pas de corps. Donc ensuite, ce que je vous ai dit, je n'ai pas d'image en fait du Tamalor. Donc c'était un peu le principe, le Tamalor, il arrachait la chair de ses victimes. Donc vous avez le côté séduction. Après, ce qui commence à se rapprocher dans le folklore romain, c'est les Strigoi. Vous voyez ces créatures-là. Donc là, on se rapproche déjà plus de la créature que l'on connaît actuellement. Les Strigoi sont des créatures mort-vivantes qui font partie du folklore roumain. Généralement, les Strigoi sont des âmes troublées qui sortent de leur tombe et reviennent tourmenter leurs proches. Le terme désigne une sorte de revenant avec un corps physique sans être pour autant un zombie. Avec la popularisation du mythe de Dracula, le fait qu'ils aspirent l'énergie vitale de leur entourage, les Strigoi sont apparentés aux vampires. Donc les premiers Strigoi remontent à l'époque de Das. Les Strigoi étaient ces créatures de la mythologie Das comme une représentation d'un mauvais esprit. L'esprit des morts dont l'âme n'était pas digne d'entrer dans le paradis. Il n'y a pas de mention écrite de légende de Strigoi avant le XVIe siècle. La comtesse Barthoï, née en 1562 et morte en 1617, est le plus ancien exemple de personne historique qualifiée de Strigoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, c'est celle qui se baignait dans le sang de vierge. Donc voilà, les premières légendes de ce qu'on pourrait associer vraiment à un vampire datent du XVIe siècle. Ensuite, le mot vampire est apparu... Voilà, le mot vampire tel que nous connaissons est apparu au XVIIe siècle. Il y a eu l'affaire Plogojovic, un village donc, en Serbie. Le rapport de cette commission, je faut dire les termes, à Belgrade. En fait, le rapport de commission du 26 janvier 1732, publié à Nuremberg, a été le premier à accréditer l'existence des vampires. C'était le premier à utiliser le mot vampire officiellement, quoi. Donc ce terme est apparu en 1732, le mot vampire. Donc vous voyez, c'est vraiment ce mot-là est vraiment un mot récent. Et suite à ça, donc on a associé toutes ces vieilles légendes que l'on connaissait des différents thèmes, on a tout associé ça au vampire. Et on a donné cet amalgame de légendes a donné le vampire moderne que l'on connaissons. Donc le premier vampire moderne que nous connaissons, il s'appelle... Voilà, c'est le premier vampire moderne, il s'appelle... Je zappe le premier là. Pardon.
il s'appelle Jour Grando. C'est un paysan qui vivait à Kringan, un petit village d'Istres, près de Tijan. Son corps a été enterré en 1656. Selon la légende, pendant les 16 années après sa mort, il sortait de sa tombe pour terroriser les villageois. Le prêtre du village, qu'il avait enterré 16 ans auparavant, a découvert qu'une fois la nuit venue, quelqu'un frappait à la porte du village et l'une des personnes habitant de cette demeure mourait quelques jours après sa venue. Donc, une nuit, 9 personnes se rendirent au cimetière emportant une croix, des lampes et un pieu d'aubépine. Ils ont creusé la tombe de Jure et ont découvert que son corps était parfaitement conservé. Un sourire aux lèvres. Le prêtre dit: Regardez, Strigoi, Jésus-Christ nous a sauvés de l'enfer et est mort pour nous. En toi, Strigoi, tu ne peux plus avoir la paix. Et encore une fois, le pieu d'aubépine fut planté dans son torse. Quelques prières d'exorcisme et ils lui coupèrent la tête et fouturent le feu. Et à partir de ce moment-là, le village vécut en paix. Donc voilà, le premier vampire moderne se nomme Jure Grando. Il a été tué d'une manière moderne d'ailleurs, avec le pieu d'aubépine. Oui, j'en parlerai après, parce que c'est. Je vous expliquerai pourquoi. Selon les légendes, l'origine des vampires remonterait autant de cas. Ah bah alors ça, c'est les. Je les ai lus, ces légendes-là, et le problème de ces légendes-là, Mélanie, c'est que c'est des légendes modernes. En fait, elles te parlent des vieux temps, mais ont été écrites très récemment. Alors très récemment, je parle à partir du 16e, 17e siècle. À partir du 16e et du 17e siècle, ils ont recréé la légende des vampires. On est dans toutes les légendes que je vous ai citées, et créant ce monstre que l'on connaît actuellement, donc le vampire moderne, à partir de ces légendes-là, et en recréant une histoire qui existerait depuis l'Antiquité. Mais à aucun moment dans les récits que l'on connaît, dans les récits historiques, on trouve de traces de légendes de vampires, mis à part ces légendes modernes qui ont été incorporées dans l'ancien temps. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. En fait, vous avez des légendes qui parlent d'un temps, de l'époque romaine et tout ça, d'époque de vampires, mais elles ont été écrites très récemment. Elles ont été inventées très récemment, si vous voulez. Ah, attendez, excusez-moi. Ah. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la fameuse légende de Vlad l'Empaleur. Donc le premier conte de Dracula. Attendez. Donc Vlad l'Empaleur, le premier conte de Dracula. Pourquoi je n'en ai pas parlé tout de suite? Parce qu'en fait, il fait partie de ces gens dont les légendes se sont transformées avec les légendes modernes. Je vous explique. En fait, à l'époque, il n'a jamais été pensé qu'il était un vampire. Parce que Vlad l'Empaleur existait. Donc, son histoire a commencé. Voilà. Donc, la légende de Dracula est fortement liée au règne de Vlad Tempes. Ouais, donc Vlad l'Empaleur. Prince de Valachie, au sud de la Roumanie. Donc, c'est pas en Transylvanie. Donc ce prince est né en Transylvanie en 1431. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vieille histoire qui a été modernisée avec les légendes de vampires. Donc il a été couronné en 1436. Il faut savoir que cet homme déjà avait une légende de cruauté autour de lui. Déjà physiquement, il n'était pas très grand, mais râblé et fort, avec un aspect cruel, terrible, un nez droit, des narines dilatées, un visage mince et rougeau, où les grands yeux verts bien fendus étaient ombrés par des sourcils noirs broussailleux qui les faisaient menaçants. Il avait les joues et le menton rasés, portait une moustache, les tempes gonflées, augmentait le volume de sa tête que soutenait un cou de taureau encadré par les vagues d'une légère chevelure bouclée, noire qui retombait sur ses larges épaules. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, déjà, physiquement, c'était quelqu'un d'impressionnant. Il était déjà roi à ce moment-là, et tous les émissaires, qui venaient le voir étaient déjà très impressionnés par son physique. Ensuite, il était très connu pour sa cruauté. Il adorait torturer ses victimes. Il avait tendance à surtout les écorcher, les bouillir, les décapiter, les rendre aveugles, les étrangler, les pendre, les brûler, les frire, les clouer, les enterrer vivants. Il aimait couper les nez de ses victimes, les oreilles, les organes génitaux et la langue.
Mais pour ceux qu'il a été le plus connu, c'était sa punition favorite, l'empalement. Il adorait empaler les gens, surtout autour de son château, ce qui faisait que les envahisseurs hésitaient beaucoup à l'attaquer. La légende arriva en fait autour de la mort de Vlad l'Empaleur. Le folklore dit que le prince s'est transformé en vampire vu que le vainqueur d'une bataille avait besoin de boire le sang du vaincu pour regagner sa force. L'histoire des vampires des Carpates, donc voilà, c'est le vampire des Carpates. Après, c'est le côté touristique, hein, je ne vais pas vous sortir la brochure touristique. Vlad l'Empaleur, en fait, il n'était pas connu comme étant un vampire avant le vampire moderne. Voilà. Il n'est devenu vampire que dans la suite de ses légendes. Dans les premières légendes, il n'était pas vampire. C'est. Merci à un jeune Mouillos. Alors c'était la spécialité, surtout c'est pas que lui à cette époque-là. Lors d'un massacre, souvent vous laissez un ou deux survivants histoire de propager vos légendes. Et voilà, c'est comme à cette époque-là, il massacrait énormément, il était très cruel et laissant quelques survivants, en général un ou deux. Ces gens-là traumatisés, transformés, ces gens-là en légendes. Mais ce que je vous dis, il est devenu le Val l'Empaleur, il est devenu donc un monstre. Et de manière rétroactive et moderne, on l'a appelé le comte Dracula. Il est devenu le premier Dracula, il est devenu un vampire. Mais il n'est pas devenu un vampire à l'époque de sa vie ni de sa mort. Cette légende n'a pas été la légende du vampire, elle était la légende de Vlad l'Empaleur. Elle n'est devenue la légende de Dracula que de manière moderne. Je ne veux pas quitter la page. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que le règne du prince a été associé au palais de Tragovie, capitale de Valachie. Il faut savoir qu'il n'est même pas certain qu'il ait mis les pieds dans ce château-là. Donc le château que beaucoup de gens visitent, en fait, n'est pas forcément son château à lui. Bon, c'est juste pour une petite anecdote. Alors, il existe des gens qui ont les canines très prominentes, mais jamais à ce point-là. Donc voilà pour ce qui est de Vlad l'Empaleur, un peu pour ce qui est en général des vampires. Hein. Le truc qui est marrant en fait, donc je vais me remettre moi, voilà. Le truc qui est marrant en fait, c'est qu'on associe beaucoup ces deux légendes l'une à l'autre, alors que finalement les loups-garous sont arrivés très longtemps avant, puisque les premières légendes parlant proprement des loups-garous, hein, donc c'est pas des légendes réécrites, c'est vraiment des légendes de l'époque, parlent déjà des loups-garous du 5e siècle avant Jésus-Christ. Tandis que les premières légendes des vampires que l'on connaît datent donc du XVIIe siècle. Le mot vampire a été inventé au XVIIe siècle, donc très largement repris. Alors pourquoi retrouve-t-on souvent les loups-garous et les vampires dans les mêmes contes, dans les mêmes films, dans les mêmes récits actuels? C'est simplement parce qu'en fait, que ce soit les vampires modernes et les loups-garous modernes, ces deux créatures sont des prédateurs nocturnes. Sont des êtres qui sont plus forts que nous, qui sont nos prédateurs naturels. Et donc il est logique de les associer dans le même monde, dans le même univers, puisque vous avez deux prédateurs nocturnes qui ont à peu près les mêmes méthodes de transmission, se mordent pour transmettre leur maladie, enfin leur malédiction et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, mais c'est vraiment, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas historique, c'est pas vieux que les vampires et les loups-garous se battent, contrairement à ce que disent les légendes modernes. C'est très récent. C'est très récent, ça date les premières apparitions de vampires datent du XVIIe siècle, donc à partir de là, les romanciers s'en sont saisis et ont commencé à écrire donc, ces fameuses légendes que l'on connaît sur les vampires modernes, donc Underworld, Twilight et tout ça. Tous les films modernes que vous connaissez sont vraiment issus de légendes très récentes. Bien que Twilight se rapproche assez du mythe des loups-garous, puisque ce sont des hommes qui se transforment en loups quand ils veulent. Bon, ils souffrent pas beaucoup de la transformation, alors d'après les légendes, la transformation est quelque chose de très douloureux. Et voilà. Après, si on prend les légendes modernes, on peut se rendre compte que Après, on peut se rendre compte que les loups-garous et
Et les vampires sont d'après les contes modernes, issus de deux mondes différents, puisque les vampires sont plutôt des gens sophistiqués, issus de l'aristocratie, ayant un certain style, une certaine classe, tandis que les loups-garous sont vraiment traités comme des gens du peuple en fait. Des gens normaux qui ont ce malédiction, donc qui en général commencent à tuer les gens sans le vouloir, subissent vraiment leur malédiction, tandis que les vampires ont vraiment des gens qui contrôlent leur malédiction. Et on retrouve vraiment ce conflit historique entre les gens du peuple et les bourgeois en fait. J'ai envie de dire ça, ouais, ça se ressemble un peu à ça. Vous voyez, les gens du peuple qui ont tendance à vouloir dominer les bourgeois qui sont prétentieux et qui pensent qu'ils peuvent dominer tout. Donc voilà. J'aime bien ce sujet, mais j'ai été, euh, j'ai été déçu de me rendre compte qu'en fait la légende des vampires est une légende surfaite et qu'elle est très moderne en fait. Elle n'est pas surfaite, mais elle est très moderne. Il serait intéressant de faire ressortir les premières légendes comme les Lamis par exemple, hein, ces femmes serpents. Je trouve qu'elles seraient plus intéressantes à traiter que en fait les vampires qui sont des légendes modernes qu'on veut faire passer pour de vieilles légendes. Et je trouve ça un peu dommage. J'ai été très surpris et voilà, très surpris de ne pas arriver à trouver des traces de vampires. Parce que j'avais, comme vous, j'avais lu les contes qui disaient qu'à l'époque de Romulus et Rémus, voilà. Alors, Dracula, c'est une légende. On sait très bien que Dracula n'est pas un vampire, puisque voilà. On sait très bien que c'est Vlad l'Empaleur. Du fait qu'à l'époque, il buvait le sang de ses victimes, au fait de la légende du vampire moderne qui est arrivée après lui, on a associé tout ça, on a supposé pendant un moment que ça a été. Bon, on peut même dire en fait, oui, c'est les premiers vampires modernes. Les gens qui sont beaucoup, on y trouve pas mal de croyances qu'en fait certaines personnes mortes vivantes qui. Oui, le septième fils, mais ça c'est des loups-garous. Euh, avec les dents, oui, les cheveux roux. Effectivement, Mélanie. Mais voilà, c'est des légendes. Alors le loup-garou, non, j'ai trouvé très vieille légende, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ça va très loin. C'est des légendes en France moyenâgeuses, mais qui sont inscrites dans les mœurs. Hein, c'est vraiment même actuellement, si vous vous renseignez un peu sur les légendes de vos environs, vous connaîtrez une légende du loup-garou de votre région, quoi. Tandis qu'une légende du vampire de votre région ou même mondiale, c'est très compliqué. Très compliqué. Voilà, vous trouvez souvent des esprits vengeurs, des spectres et tout ça, mais vraiment le vampire qu'on connaît actuellement non, n'existe pas, n'a été créé malheureusement pour certains qui y croyaient vraiment, hein, n'a été créé que dans les romans et n'est vraiment qu'un personnage de fiction. Tandis que le loup-garou, on peut quand même se poser la question, puisque historiquement il existait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Historiquement, cette légende a perduré jusqu'à une période moderne, hein. Donc on peut se demander, on peut se permettre de se demander s'il n'y a pas un fond de vérité dans cette légende, qu'on ne peut pas vraiment se poser pour les vampires, quoi. Et vous, qu'en pensez-vous? Tiens, puis c'est la fameuse question qu'on pose à chaque fois qu'on parle des loups-garous des vampires. Est-ce que vous êtes team loup-garou ou team vampire? Moi, personnellement, après mes recherches, je serais plutôt tendance à être team loup-garou parce que ouais, ils sont là depuis plus longtemps. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, je suis désolé pour le début de live, j'étais un peu perdu avec mes vidéos qui ont disparu et tout ça. J'avais toute une liste, j'avais une trentaine de photos et de vidéos à vous montrer et tout a disparu. Loup-garou, loup-garou. Après voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour y répondre dans le possible. faut pas, faut pas hésiter, hein, Véro. Ah, on a un vampire enfin.
Oui, mais Manu, c'est pour une autre raison. Ah, il y a quand même des gens qui sont plus du côté des vampires. Attention, hein, je dis pas parce que c'est une légende moderne, c'est pas une légende possible. Hein. Bon, bah décidément, hein, c'est pas mon jour. Ah là là. Ah, j'ai pas eu un bug, j'ai eu une perte de connexion carrément. J'ai perdu mon internet pendant 2 minutes, je suis désolé. Ah non, c'est pas le jour. C'est vraiment pas. Bon, est-ce que vous avez des questions avant qu'Internet me relâche? Alors, je suis désolé, ça recrée un décalage encore plus gros entre vos commentaires et ce que je vais vous répondre. Ah là là, c'est une catastrophe. Non, voilà. Eh ben, il a fallu un premier live catastrophique cette année. Ben, je pense que ça sera aujourd'hui. Donc voilà. Je suis désolé. Je pense que. Ouais. Papa, réponds à la question de Zaza. Mais je vois pas la question. J'ai planté, donc je vois pas les questions. Je suis désolé, je vois pas vos questions. J'ai. Oh là là. Je vois plus les questions du tout. Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Oh là là, c'est une catastrophe. Je vais essayer de répondre à la question, Zaza, mais j'attends de la voir. Ah putain, c'est une catastrophe. Je suis désolé. Ah, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment tout pour. Je sais même pas si, si ça marche ou non. Je lag. Oh là là, j'aime pas ça. J'aime pas laisser des blancs. Je suis désolé. J'essaie de trouver une solution. Je vois plus vos commentaires. Il disparaît le son déjà. Alors, tiens, je suis parti. Hop là. Est-ce que je vais voir la question de Zaza? Les loups-garous ont-ils. Ah. Alors, je vais répondre à ta question vite fait. Je suis désolé. Hein, Zaza, oui, pour moi, les loups-garous ont certainement une base de vérité. Il y a certainement des légendes, peut-être des magiciens, des chamans, des druides qui ont été capables de se transformer en loup. Je pense, moi, pour que cette légende ait tant perduré et encore de nos jours soit aussi active, même s'il y a le fait que ce soit Hollywood qui s'en soit emparé, je pense que effectivement les loups-garous, enfin, au moins des personnes capables de se transformer en loup, la lycanthropie, donc des loups-garous, ça a existé. Ou peut-être que ça existe encore, mais au moins ça a existé. Je pense que cette légende doit avoir une base de vrai. Alors je suis désolé, hein, j'ai plein de bugs. J'étais obligé d'ouvrir une nouvelle page pour pouvoir voir vos commentaires. Donc j'ai essayé de remonter un peu. Je suis désolé, hein, j'ai pas vu ton commentaire tout de suite. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Non, non, je pense que je vais simplement arrêter le live là. Non, non, c'est bon, c'est bon. Là, le maman. Non, c'est bon, je vois de nouveau les commentaires. Bonsoir Christine. Euh, bonsoir Laurence. Non, je n'ai pas parlé des légendes des loups-garous amérindiens, parce qu'il n'y avait pas que des loups-garous d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'autres créatures. Non, la bête du... Alors, ça reste mon point de vue, hein, Lynn, mais
la bête du Gévaudan, il y a forte chance que ce soit en fait simplement une créature pas connue à l'époque, une hyène géante, ça existe. Qui s'est pu créer la force de sa mâchoire, le fameux cri que les gens ne connaissaient pas et dont ils étaient effrayés. Mais non, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, la bête du Gévaudan, dans la légende historique, parce que pour moi, ce n'est vraiment pas un loup-garou. Et il y a peu de choses qui penchent dans ce sens-là. Une question sérieuse, Jean-Marc, un live très intéressant. Mais un live envers la légende sur la légende. Il est couillon celui-là. J'ai tout le. Non, il n'y a pas de souci. En plus, tu verras au début, c'était un peu bordélique. Pour une fois en plus que je lance le live avec le générique de Michel, j'ai que des catastrophes. Mais voilà, après, je vous rappelle que je ne vous passe que ce que j'ai, le condensé de ce que j'ai réussi à lire. Voilà, je vous passe qu'un condensé de ce que j'ai réussi à lire. Je mélange un peu toutes les histoires pour essayer de trouver un semblant de fil rouge en fait que je vous transmets. C'est pour ça, mais je vous invite toujours à faire vos propres recherches. N'hésitez pas, hein, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à approfondir. Après, voilà, je n'ai pas ce que je dis, je dis beaucoup de mes pensées aussi, hein, mais ce n'est pas parce que je vous. Voilà, c'est pas parce que par exemple, je dis que pour moi, la bête du Gévaudan, ça reste une hyène d'une taille gigantesque, mais surtout une hyène qu'à l'époque personne ne connaissait, une créature inconnue, qui terrorisait les gens, qui était dressée surtout pour faire ça. Voilà. Et quel loup-garou est le plus connu? Oh, le loup-garou, je vais dire c'est Chatulite, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Non, le premier loup-garou, le loup-garou le plus connu reste le roi d'Arcané, hein, Lycan. Le meilleur test. Oui, bon coup d'UV. Bien qu'à l'époque, il faut que tu tombes sur un vampire moderne. Hein. Est-ce que tu pourras parler un jour de Jannek le Vert? Ah, je ne le connais pas. Je pourrais en parler si je le connaissais, mais je ne le connais pas. Ah, d'accord. D'accord. Ah, je vais le voir vite fait. Alors, vite fait, hein, vite fait. Mais ça sera avec plaisir, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faut que je me renseigne, c'est une légende que je ne connais pas du tout. Donc, c'est une légende que je ne connais pas toutes les légendes, hein, et encore moins les légendes de pays étrangers. Même si j'adore me renseigner, j'adore passer mes temps sur les recherches. Mais... Alors, Zaza, c'est une question intéressante. Est-ce qu'un loup-garou pourrait vivre, en fait, comme beaucoup de créatures de légendes de l'époque, est-ce qu'une créature de cette époque-là, comme le loup-garou, pourrait vivre à notre ère moderne, qui comprend les recherches de la médecine, donc ce qui veut dire les prises de sang, les radios, euh, le fait que... Alors, non, je ne pense pas... je pense, pourquoi pas y prévivre, mais certainement pas dans les grandes villes, comme tu le vois dans les films. Vraiment dans des lieux reculés, isolés. Puis le problème, c'est qu'à notre époque, peut-être dans les pays moins développés, mais dans les pays développés, le moindre meurtre est tout de suite remarqué, et tout ça. Donc il serait très compliqué, à moins de se nourrir que le bétail, mais c'est pareil, du bétail, c'est très vite remarqué, c'est très vite signalé. Bonsoir Maurice. Je pense que ça serait très compliqué pour un loup-garou de vivre à notre époque. Comme pour un vampire d'ailleurs. Je pense que ça serait très compliqué de vivre à notre époque. Et ça sera de plus en plus compliqué pour ces créatures mythiques de... J'ai jeté un œil vite fait à Mélanie, j'ai vu qui était Janek. Mais ouais. Donc oui, je pense que ça serait très compliqué pour autant vampire que loup-garou. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, je pense que ouais, ça serait quelque chose de quasiment impossible pour eux de vivre dans notre époque moderne. Ou à moins qu'ils aient trouvé des solutions, hein, tout est envisageable. Hein. À moins que les gens se trompent et qu'il n'y ait aucun besoin spécifique. Donc après des hommes comme nous. Hein. S'ils n'ont pas de besoin spécifique, contrairement à ce que les gens pensent, pourquoi pas? Avec les besoins spécifiques qui sont décrits dans les légendes, ça serait compliqué.
Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Tiens. Est-ce que le fait d'avoir fait un sondage libre a été intéressant pour vous ou est-ce que vous préférez que je vous mette un sondage plus traditionnel, quoi? Oui, il n'y a pas de souci, mamie. Une enquête dans une forêt perdue, une traque de cafards. Je sais pas, Nathan, le coup d'un enquêteur attaqué par un loup-garou. Je pense que si ces créatures ont réussi à survivre jusqu'à présent, c'est pas pour être aussi imprudentes. Je pense que si elles ont survécu jusqu'à présent, c'est que ce sont des créatures très intelligentes et au contraire très prudentes. Et qu'elles ne prendront pas le risque maintenant d'être découvertes si on ne les a pas découverts réellement jusqu'à présent. Faut pas oublier que voilà, que même si la chasse aux sorcières et aux monstres nous paraît loin derrière nous, elle n'est pas si, dans notre histoire, elle n'est pas si vieille que ça, et que je pense que ça reviendrait vite. On sait que dans les films, c'est très romancé, comme le paranormal, ils vont... Ah ben oui, mais heureusement que c'est très romancé et que c'est très visuel. De toute façon, si une légende, ils prennent une légende, n'importe laquelle, s'ils ne la romancent pas, s'ils la laissent traditionnelle, c'est quand même relativement plat. Donc ils sont obligés, et puis avec les créatures comme les loups-garous et les vampires, ils ont une large plage de choix dans leur imagination, donc oui, ils ont pu aller très loin. Le loup-garou The Fallen World. Merci Mélanie. Donc voilà, je suis désolé, hein, ce live va être un peu comme d'habitude. De toute façon, je pense que le jour où j'arriverai à faire un live de A à Z droit, ça sera pas de mes lives. C'est quelqu'un l'aura fait à ma place. Moi, j'ai toujours un problème pendant mes lives. Merci Marie. Merci ma mamie. Alors effectivement, on attend, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il y a des détails qui clochent dans le fait que ce soit simplement une maladie. Surtout du fait des récits quand même assez précis sur les transformations. Merci Laurence. Mais effectivement, c'est une des explications sur ce légende, pourquoi pas, hein. Simplement une forte pilosité. Après, le fait que ces personnes soient rejetées de la société expliquerait aussi leur agressivité envers les autres humains, pourquoi pas, hein. C'est une des explications qui se tient, hein. Tout à fait, Nathan, hein. Voilà. Mais il faut pas oublier qu'à cette époque-là, malheureusement, quand tu avais un défaut comme ça, une déformité physique, tu étais tout simplement très jeune, rejeté de la société et tu mourais tout simplement. Tu avais très peu de chances d'arriver jusqu'à l'âge adulte et de devenir une légende, quoi. Merci Lady. Merci en tout cas pour votre soutien. Voilà, je voudrais vous dire que mon prochain live sera mieux, mais je sais qu'il y aura toujours des bugs. De toute façon, il y aura toujours un truc qui va pas, un détail qui cloche. Mais ça fait partie du direct, hein. Je subis, je fais comme vous, je me débrouille. Il n'y a pas de soirée, Guylaine. Il n'y a pas de soirée, Guylaine. Il n'y a pas de souci, Guylaine, bonne soirée. Je pense que j'ai raccourci la phrase. J'ai l'impression d'avoir raccourci la phrase. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. De toute façon, je vais vous laisser à vos occupations du dimanche soir. Je repartagerai ton live sur le... Ah oui, alors ça, c'est gentil Nathan, parce que j'ai trouvé que ces derniers temps, il y avait une... Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé, mais je trouve qu'il y a une explosion d'avertissements en tout genre envers la Ouija et le Pentacle. Voilà, je trouve ça dommage parce que j'ai fait des recherches pourtant, j'ai fait des recherches, et non, la Ouija, ce n'est juste un jeu de société.
T'as raison, Michel, ça bug pas, c'est pas moi. La Ouija, ça reste un jeu de société créé pour jouer. Donc quand vous voyez les gens qui font des scandales parce que il existe des Ouija en plastique rose, bleu, suivant pour enfants et tout ça, non, ça a été créé pour ça à l'origine. Et les pentacles, c'est un symbole qui a été créé uniquement pour la protection. Voilà. Mais si. Merci Mélanie. Bon, en tout cas, je vous remercie tous. Merci d'être aussi fidèles. Voilà, j'ai toujours autant de plaisir à faire mes lives. Voilà. J'essaierai un jour de faire un live sans bug, mais vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez dire que c'est un faux, c'est un fake. Passez une bonne soirée. J'espère pour vous en famille, au moins proche des gens que vous aimez. Voilà. Passez tous un bon dimanche et je vais vous laisser avec le générique que Michel m'a fait. Et voilà. En tout cas, merci à tous. Merci du fond du cœur. Et je vous dis, je vais remettre un sujet lundi. En tout cas, voilà, je vais vite lancer tant que mon internet tient. Passez une bonne soirée. Merci bien.